Bonjour. Alors, on se retrouve comme tous les mois là pour le bilan culture du mois de février. Donc ce mois-ci, j'ai lu 6 romans et 5 bandes dessinées et je vais essayer d'être plus rapide que les autres fois. Alors d'abord, j'ai lu My Absolute Darling de Gabriel Talang, qui est un auteur états-unien et qui a été écrit, je crois, l'année dernière, je sais plus. Ça part bien. Alors c'est un thème assez similaire à Manuel de survie à l'usage des jeunes filles que j'avais lu le mois dernier, ou même à La vraie vie que j'avais lu l'année dernière, dans le sens que c'est encore l'histoire d'une adolescente qui doit s'extraire d'un climat familial hostile, et donc là encore une histoire de père violent et incestueux. Sauf que là, cette fois-ci, l'héroïne n'a pas de petite sœur, mais seule. Et on va encore plus loin dans le sordide, dans la violence. L'héroïne fait très sauvage, mais en même temps, elle est assez attachante. L'écriture est assez particulière, elle est vraiment... On a le point de vue de la jeune fille, elle est obsédée par... la nature qui l'entoure, elle est vraiment sauvage, elle peut partir toute la journée se balader et quand elle a faim, et ben, elle va tuer un lapin et le manger, comme ça, normal. Et voilà, mais c'est une lecture hyper forte que je recommande si vous n'avez pas peur des trucs un peu glauques, on va dire, parce que ça va quand même assez loin dans la violence. Ensuite, j'ai lu pour le Rainbow Challenge Appelle-moi par ton nom. Encore un auteur états-unien, André Aciman. Donc j'avais vu l'année dernière le film Call Me By Your Name, et c'est ce qui m'a donné envie de lire le livre. Puis je suis tombée dessus un peu par hasard à la médiathèque aussi. Et il entre dans le Rainbow Challenge, donc ça tombe bien. Alors, il est aussi bien que le film, même mieux, je dirais, comme c'est le cas souvent pour les livres. Et puis, j'ai trouvé qu'il y avait dans le film quelques longueurs que je n'ai pas retrouvées dans le livre. Donc, ça se passe en Italie pendant un été. C'est une histoire d'amour entre le narrateur, qui est adolescent, et un jeune homme universitaire qui passe l'été en pension en fait chez le jeune homme. Et voilà. Il y a une très forte tension érotique. Le désir est vraiment très très bien rendu. Et en même temps c'est tendre, c'est beau, c'est assez triste quand même. Vraiment c'était une lecture très agréable. Voilà. Ensuite, j'ai lu Love d'Angela Carter. Alors, Angela Carter est une auteure féministe décédée, anglaise. Et en fait, j'avais lu déjà d'elle La Chambre sanglante, qui est une nouvelle extraite du recueil La Compagnie des loups. Et La Compagnie des loups, c'est la nouvelle qui a donné lieu à l'adaptation Le Pacte des loups, dont je me souviens pas du tout, mais que j'avais vu quand j'étais jeune. Et en fait, ce recueil, La Compagnie des loups, ce sont des réécritures de contes, plutôt à la sauce, on va dire, un peu gothique, érotique, féministe. Enfin voilà, une ambiance assez sombre. Et j'avais adoré La Chambre sanglante, qui est donc la réécriture de Barbe Bleue. Mais bref, c'est pas ça que j'ai lu. Ce mois-ci, j'ai lu Love, qui est une histoire de triangle amoureux. Alors, je pensais que ça allait parler de polyamour à un moment donné, mais en fait, non, pas du tout. Koba, s'il te plaît. Love, c'est l'histoire de la relation entre deux frères qui vivent dans le même appartement, et donc d'une jeune fille, Annabelle, qui va épouser l'un des deux, le narrateur. Où c'est ma petite pimprenelle? Mais c'est une lecture qui m'a laissée assez perplexe.
Parce qu'en fait, il se passe pas grand chose et il se passe quand même des choses assez violentes, mais c'est décrit de façon totalement impassible, et notamment il y a plusieurs scènes de viol qui arrivent un peu comme un cheveu sur la soupe et on n'en fait pas grand cas. Et sachant que l'auteur est une femme et qu'elle est féministe, je pense que c'est plus pour dénoncer. Mais en tout cas, j'ai ressenti un très fort malaise en lisant ce livre. Et il est assez court, il fait quoi, 200 pages, mais j'ai trouvé assez dur à lire. Aussi parce que oui, c'est très bien écrit, mais il y a une sorte de détachement. Et voilà. Mais je pense que c'est intéressant et j'aimerais bien me renseigner plus sur cet auteur et son œuvre et lire d'autres choses d'elle. Mais ça m'a laissé assez perplexe. Après, j'ai lu un roman ado contemporain, Cœur battant, d'Axel Sandre. Et j'ai été très déçue. C'est l'histoire de 5 personnages, si je me souviens bien, dont 2 adolescents. Et donc, le point commun entre tous ces personnages, c'est qu'ils sont au départ dans une clinique de suicidants, donc parce qu'ils ont... Enfin, il n'y a pas que des suicidants, mais il y a d'autres patients atteints de troubles mentaux. Mais donc, eux, on les appelle les suicidants parce qu'ils ont pour point commun d'avoir raté leur tentative de suicide. Et ils ont un regard assez critique sur la clinique. Et en fait, ils décident de tous ensemble, enfin tous les 5, s'évader pour organiser ensemble un suicide collectif. Et évidemment, parmi ces personnages, donc il y a 2 adolescents, un garçon, le héros et narrateur, et une jeune fille, qui sont tous, comme les autres, décidés à en finir. Mais le narrateur va tomber amoureux de la fille et on va voir comment leur petit road trip va remettre en question, ou pas, leur envie de se suicider. Alors, le problème, c'est que j'ai trouvé ça assez caricatural. Et c'est censé être un roman un peu romantique et puis assez humoristique. Et en fait, ça m'a fait le même effet que quand j'avais lu Le Magasin des suicides de Jean Telet il y a quelques années. J'avais détesté parce que j'avais pas du tout été sensible au côté humoristique qui est censé apporter un décalage avec le sujet qui au contraire est assez pathétique. Mais je sais pas, ça n'a pas pris du tout, ça m'a mise mal à l'aise. Et puis là, il y a plusieurs personnages qui font à tout bout de champ des aphorismes un peu grandiloquents, surréalistes. Et c'est censé ou être drôle ou apporter une profondeur à l'ensemble, je sais pas. Mais en dehors de quelques bons mots, j'ai trouvé ça à la fois trop et pas assez, complètement caricatural. Et ça m'a saoulée, même si je suis allée au bout parce que c'est très court. Et rien m'a vraiment surpris en fait. Bon, c'est dommage. Après, j'ai lu, on va dire que c'est le classique du mois, Que le diable m'emporte, de Mary MacLane, encore une auteure qui nous vient des États-Unis. Alors, ça a été publié en 1902 et ça a été un grand succès à l'époque puisqu'il s'est écoulé plus de 100 000 exemplaires en un mois après sa publication. Et en fait, ce n'est pas vraiment un roman, mais un journal intime de l'héroïne qu'elle a tenu pendant 3 mois et qu'elle livre comme ça, brut. Alors, Mary MacLane, c'est une jeune fille donc de 19 ans qui écrit donc en 1901 et qui vit un quotidien qu'elle juge très morne et ennuyeux et qu'elle juge donc insupportable puisque elle, c'est une jeune fille pleine de vie, de rêves, de gloire. Et elle s'autoproclame génie, en fait. Et donc, elle estime qu'elle mérite mieux, qu'elle n'est pas faite pour cette vie. Et elle ne fait que se languir d'un avenir à sa hauteur, en gros. Et notamment, elle fantasme beaucoup sur la future arrivée du diable, enfin d'un homme diable dont elle sera l'épouse. Et ça m'a un peu fait penser à Margot la Folle, dont je vous parlerai peut-être plus tard.
mais pas dans cette vidéo. Et voilà, c'est pour ça que le titre est Que le diable m'emporte. Mais en fait, c'est assez intéressant dans le sens qu'en vrai, il se passe rien dans sa vie. Et vraiment, toute la richesse de sa vie, c'est sa vie intérieure en fait. Et elle fait pas grand chose, c'est... Enfin voilà, elle vit avec sa famille qui ne la comprend pas et qu'elle n'aime pas. Et elle vit toujours vraiment dans l'attente de la suite et en même temps dans la nostalgie de son unique amour, donc de sa dame anémone dont elle parle mais qu'elle ne voit plus, qui est sa prof de français. Mais donc elle vient de finir le lycée, donc elle ne la voit plus. Et en plus la prof de français est partie, enfin bref. Mais donc elle aime passionnément et voilà, qui laisse penser à une bisexualité de l'autrice. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai eu envie de lire ce livre. Voilà, ne fais pas tomber le truc s'il te plaît. Voilà, donc c'est pas mal, c'est assez original, surtout pour l'époque. Et il y a des passages vraiment réussis, notamment quand pendant 4 pages, elle va raconter qu'elle est experte dans l'art de bien manger. Et donc elle explique pendant 4 pages comment, selon elle, il faut manger une olive. Voilà, mais c'est quand même assez répétitif. Donc ça a été une demi-déception, on va dire. Et enfin, j'ai lu encore un roman ado, Point de côté, d'Anne Persin, qui est pas tout jeune, parce que je crois que ça date de 1997, si je ne me trompe pas. Enfin bref, peu importe. Anne Persin, j'avais déjà lu un roman d'elle, je crois que c'était Comment bien rater ses vacances, qui est le début d'une série. Et j'avais adoré, et je m'étais dit, il faut que je lise vraiment plus de cet auteur. Effectivement, cette lecture-là ne fait que confirmer mon désir d'en lire plus d'Anne Persin, parce que c'est très bien écrit. Alors, c'est très court, ça fait 150 pages. Et c'est encore un... Ça se présente encore un peu sous la forme d'un journal intime, mais fictif cette fois-ci. Et donc, on suit un héros adolescent. Voilà, c'est pas très joyeux parce qu'en fait, il a 17 ans. Et son jumeau est mort il y a 7 ans. Il s'en est jamais vraiment remis. Et depuis, il a... Bon, il est en dépression, clairement, même si c'est pas diagnostiqué. Et donc, il a des idées suicidaires. Il se fait harceler au lycée. Et puis, avant, il était obèse, mais il a découvert la course à pied. Il s'y met à fond pour maigrir, pour disparaître. Enfin, ça entre dans son projet de suicide. Et en plus de ça, on se rend compte assez rapidement qu'il est... ou bisexuel ou homosexuel. Et voilà, donc il y a tous ces thèmes assez durs qui sont brassés dans le roman, mais c'est vraiment très bien écrit et je vous le recommande. Alors j'ai coupé la vidéo et donc j'ai dit que je voulais être rapide et c'est un gros fail puisque j'en suis déjà à 15 minutes et j'ai pas encore parlé des BD. Donc je vais essayer d'être plus efficace pour parler des BD. Alors d'abord j'ai lu Amour, gloire et vegan de Clara Quadradro. Alors Amour, gloire et vegan, c'est l'adaptation en papier de mon compte Instagram préféré, Amour, gloire et végé. Et donc qui raconte de façon humoristique par des gags d'une case en général. Voilà le quotidien d'un couple hétérosexuel vegan donc, qui ont un enfant. Et donc c'est une compilation surtout de réflexions humoristiques, on va dire, qu'ils reçoivent parce qu'ils sont véganes. Et voilà, ça illustre aussi assez bien la dissonance cognitive des gens sur le sujet, la mauvaise foi. Et voilà, c'est souvent assez caustique, on va dire, mais en tout cas, c'est toujours très bien vu et donc je recommande. Alors, la version papier, en vrai, elle apporte pas grand chose de plus que le compte Instagram, mais si ça peut permettre d'apporter plus de lectrices et de lecteurs, voilà, pour les gens qui n'auraient pas Instagram,
eh bien, tant mieux. Après, j'ai lu Mozart, une bande dessinée de Thierry Jour et Gradimir Smudja. Alors, Gradimir Smudja, c'est un grand illustrateur russe qui est notamment l'auteur du Bordel des Muses. Et donc, c'est à la peinture, je crois, les illustrations. Enfin, c'est vraiment très beau et c'est le point fort de la bande dessinée. Et là, Mozart, qui en fait s'écrit M-A-U-S-A-R-T. Donc, c'est l'histoire... Enfin, c'est l'histoire de Mozart, le compositeur, mais à la sauce animalière. Mais ça fait un peu penser au film Amadeus, mais en beaucoup plus court et adapté aux jeunes, on va dire. Puisqu'en fait, c'est l'histoire de Mozart, une petite souris qui vit avec sa famille dans le piano de Salieri, qui est un loup et qui est le compositeur de la cour. Et voilà, c'est un peu... Ça fait penser à Ratatouille aussi dans l'histoire. Et bon, je suis restée un peu sur ma faim parce que ça se lit en quoi? Même pas une demi-heure. C'est très très court. Mais c'est mignon, c'est bien vu, donc pourquoi pas. Après, j'ai lu Is, d'Anaïg et Loïc Sécheresse, qui est une adaptation en BD d'un conte breton que j'avais lu par hasard pendant mes dernières vacances en Bretagne l'été dernier. Donc je connaissais déjà l'histoire, on va dire. Alors, dans Is, l'héroïne est assez badass. En fait, Is, c'est l'histoire de la fille d'un roi. Alors, comment elle s'appelle? Je crois qu'elle s'appelle Gradlon, mais je suis plus tout à fait sûre. Et en fait, sa mère, la reine, est morte en couche, donc elle ne l'a pas connue. Et depuis la mort de sa mère, donc son père, le roi, est inconsolable. Et suite à sa rencontre avec un ermite chrétien, il se convertit au christianisme. Et il essaye de convertir tous ses sujets au christianisme à sa suite. Et ce qui n'est pas vraiment approuvé par l'héroïne Gradlon. Parce que donc avant l'arrivée du christianisme, il suivait tous et toutes des rites païens qui étaient vraiment beaucoup plus libres, on va dire. Et voilà, le christianisme arrive et en comparaison, c'est une religion très austère et culpabilisatrice qui dit qu'il faut respecter des règles de vie et machin. Et elle veut pas se soumettre. Et donc au final, le compromis qui est trouvé, c'est que le roi offre à sa fille une ville, la ville d'Is, en bord de mer, qu'elle peut gérer comme elle l'entend, de façon indépendante, et donc où elle peut continuer d'honorer les dieux païens. Et voilà, mais évidemment, ils vont pas la laisser tranquillement gérer sa ville, et ça va mal finir, et déjà la couverture l'annonce en fait. Mais bref, c'est bien, même si je suis juste un peu mitigée sur le graphisme. Alors c'est très coloré, j'ai bien aimé les couleurs. Et il y a un trait très expressif qui peut un peu rappeler à la fois Johann Spar ou Jérémy Moreau, surtout au niveau des visages. Dans le sens, c'est un trait très souple, expressif, mais qui du coup donne un rendu, surtout au niveau des visages, assez déformé. Donc ça m'a un petit peu rebuté, ça peut rebuter. Mais c'était quand même une lecture sympa. Après, j'ai lu La Croisade des Innocents de Chloé Cruchaudet. Alors, Chloé Cruchaudet, qui avait eu énormément de succès il y a quelques années avec la bande dessinée Mauvais Genre, qui parlait d'un homme qui se travestissait, on va dire, pendant la Première Guerre mondiale pour échapper donc à son destin de soldat. Et c'est une bande dessinée qui avait été encensée, mais qui, moi, m'avait gênée. Au niveau du scénario et de la vision, ça donnait des travestis ou des femmes trans. Par contre, graphiquement, c'était génial, c'est vrai. Et donc là, on en retrouve dans La Croisade des Innocents, le talent, voilà. Graphiquement, c'est vraiment super génial. Et puis au niveau de l'histoire, ça m'a bien plu.
plus que mauvais genre donc. Donc là encore ça reprend un fait historique pas forcément très connu. Et là ça raconte donc la croisade des enfants au Moyen-Âge, c'est-à-dire une troupe d'enfants très pauvres et exploités qui pendant le Moyen-Âge va décider, puisqu'ils sont malheureux dans leur vie actuelle et que leur cœur est pur et qu'ils ont la foi, de partir en croisade comme ça, sans adultes, alors qu'ils sont livrés à eux-mêmes. Et donc ils sont un petit groupe au départ et ils partent et ils vont être de plus en plus nombreux en allant de ville en ville. Ils vont devoir se débrouiller pour subvenir à leurs besoins sur la route, et notamment de ville en ville, ils vont un peu faire une sorte de théâtre itinérant pour raconter leurs projets et être soutenus voilà, par les paroissiens de village en village pour les aider à se nourrir et à continuer leur voyage. Il y a des passages assez drôles, d'autres assez crus, et dans l'ensemble c'est assez triste, mais vraiment je recommande. Et enfin, j'ai lu un manga, Mon père alcoolique et moi, de, comment elle s'appelle, Mariko Kikuchi. Et voilà, c'est vraiment, j'ai pas l'habitude de lire de mangas réalistes et qui soient vraiment des témoignages comme ça. Et donc là, le titre annonce la couleur, ça va pas être très joyeux, puisque c'est l'autrice, donc c'est autobiographique, qui raconte eh bien, sa vie depuis son enfance avec son père qui est alcoolique, et donc comment l'alcoolisme de son père a pu influer sur toute sa vie et toutes ses relations aux autres. Et c'est assez triste puisque donc le père est alcoolique, rentre ivre tous les soirs. La mère est soumise et enrôlée dans une secte. Et puis, comme si ça suffisait pas, fin du chapitre 1, la mère se suicide. Et donc l'héroïne se retrouve à devoir gérer toute seule sa petite sœur, le père alcoolique qui est plus un boulet qu'autre chose, et le total manque de soutien des autres. En fait, elle est vraiment livrée à elle-même et elle doit s'occuper de son père, et tout le monde trouve ça normal, et si elle s'en plaint, elle a tort, elle exagère, c'est normal pour les adultes de boire un petit coup. Et Pimprenel s'excite sur l'arbre à chat, mais tout va bien. Et on voit vraiment comment ça la force à grandir trop tôt. Comment ça l'empêche de se confier aux autres, parce qu'elle doit tout gérer toute seule. Comment ensuite, adolescente, elle va avoir tendance à tomber amoureuse d'hommes toxiques, un peu comme son père. Ils vont la dénigrer, et puis enfin heureusement comment elle va réussir à se sortir tout ça, d'avoir du recul par rapport à sa situation, et elle va finir par réaliser son rêve qui est de devenir mangaka. Voilà. Sinon là j'ai ma lecture en cours, donc c'est une bande dessinée, Les filles de Salem. Donc j'ai... Oh, ne panique pas mon chat. Donc j'ai entendu beaucoup de bonnes critiques, donc, et j'en suis qu'à 50 pages sur 200, mais pour le moment c'est très très bien. Voilà, et donc je vais m'arrêter là parce que je suis trop longue.